Un parcours, c'est une reconstruction à un instant T. Donc il faut déjà poser ça. Et puis ce que je voulais dire, c'est que j'ai accompagné beaucoup de personnes ici à l'Institut Mélie du Châtelet dans cet exercice. Par exemple, j'étais aux côtés de Christine Delphi, de Rosemarie Lagrave, d'Ilana Levy et d'Elena Hirata, de Mara Viveros, plus récemment de Catherine Larère, entre autres. Pourtant, avant que Florence Rochefort me le propose, je n'avais jamais envisagé de faire un parcours moi-même. Et en réalité, je n'en avais pas du tout mesuré la difficulté. Voilà. Si je devais construire ce parcours à partir de l'ensemble de mon travail sur le soin ou à partir de mon implication dans la psychodynamique du travail, je ne le ferais pas de la même manière qu'à partir des mots-clés femmes, féminisme, genre. Mais y compris dans ce champ qui nous concerne plus spécifiquement ici, il faut choisir. Donc j'ai laissé de côté tout ce qui concerne mon investissement dans l'institutionnalisation des études de genre, d'abord Hommage, puis après avec Catherine Marie et la mission pour la place des femmes au CNRS, ensuite au comité de direction de l'Institut Mélie du Châtelet, à la direction de l'Institut du genre avec Anne Berger et Stevie Steinberg, au sein du réseau des chargés de mission parité de l'université Sorbonne Paris-Cité avec Rebecca Rogers et avec Anne Kupiec, entre autres, et enfin à la direction de la revue des cahiers du genre. Il me semble que ce ne serait pas trop d'une heure pour retracer tout ce temps passé dans différents dispositifs collectifs visant à transformer le champ académique français, dont, et ça je vais quand même le dire, on ne dira jamais assez à quel point il est rétif aussi bien à l'égalité femmes-hommes qu'à la légitimation des études de genre, et qu'il faut mener cette lutte, en réalité, sur les deux fronts en même temps. On doit cependant, je crois, en même temps qu'on fait ce travail nécessaire, s'interroger sans cesse sur ce qu'on gagne, mais aussi ce qu'on perd, au jeu politique de l'institutionnalisation, même s'il sera beaucoup plus facile, en réalité, d'en juger dans 10 ou 20 ans. Je me contenterai de dire ici qu'il s'agit bien d'une lutte dans une arène politique, qui est l'académie, et que, comme toute lutte, elle est incertaine, elle est impure, elle peut être clivante, et elle peut même être déchirante parfois. Enfin, l'exercice du parcours incline à dire « je », là où un « nous » s'imposerait souvent. C'est un truisme de dire que la recherche, c'est une aventure collective. Et j'ai déjà prononcé beaucoup de noms et j'en prononcerai d'autres, mais je vais quand même tenter le jeu parce que c'est quand même au jeu que nous sommes convoqués quand nous le sommes pour dire ce qui nous importe. Alors, en ce qui me concerne, j'ai grandi dans une petite ville de l'Est ouvrier et à l'école, école de filles, nous étions menacés par les institutrices en cas de mauvaise note de devoir aller plus tard travailler à la bonneterie. La bonneterie, c'était l'usine de slip et de tricot. Et l'usine était un cercle de l'enfer quand nous étions enfants. Mais j'étais fille d'ingénieur et je savais que je n'y travaillerais pas. Une fois adolescente, je suis allée chez un ami et il n'y avait rien chez lui. Il n'y avait pas de salle à manger, mais une table de cuisine en formica. Il y avait la télé, bien sûr, mais pas de tableau, pas de babiole. Il n'y avait même pas les photos des enfants. Voilà. Alors, j'attache une grande importance à la perception, aux choses vues, comme dirait Victor Hugo. Cette table en formica, avec cette femme obèse, la mère, dans le HLM numéro 36, c'est une gestalt de la pauvreté pour moi. C'est une image encapsulée, c'est-à-dire conservée, hors de tout contexte, mais qui fait partie des perceptions qui ont guidé ma vie. Deleuze, dans l'Abécédaire, dit qu'être de gauche, c'est une question de perception, pas de belle âme. L'année de la terminale, je suis partie vivre dans un appartement meublé qui donnait sur une cour
où vivaient des travailleurs immigrés dans un de ces immeubles taudis de rendement. Je suis allée dénoncer auprès du maire communiste l'insalubrité, les rats. Le maire m'a écouté, m'a reçu, m'a écouté. La dératisation est venue, tout a continué comme avant. Au lycée, j'ai fait un bac philo, mes amis lisaient Anaïs Nin, écoutaient les symphonies de Gustave Mahler, dans ses Malheurs, où ils allaient à Paris passer la nuit au Rex, voir la chanteuse Nico filmer dans des films underground, et certains poussaient le voyage jusqu'en Afghanistan, c'était avant la guerre. Alors j'étais moi aussi ce qu'on n'appelait pas encore une bobo, mais j'étais excessivement dérangée de l'être. Cependant, dans les groupes de marginaux que je fréquentais, j'ai vite compris que la jeune fille éduquée que j'étais avait moins de chances de se faire entendre que le moindre, passez-moi l'expression, guitariste inculte. J'avais perçu d'emblée la pauvreté et le racisme sur un mode politique. Quand je devais m'écraser devant des garçons que je jugeais, et je pense toujours que c'est vrai, moins malins que moi, je pressentais bien qu'il s'agissait d'une injustice typique du groupe femmes. Mais que les garçons en question soient des ouvriers ou des enfants d'ouvriers et pas moi, rendait la chose plus difficile à penser. Ou du moins, cette injustice restait-elle au fond de la tasse, comme le marc de café. La laisser remonter à la surface, cela aurait été renoncer aussi à cette forme de marginalité où j'avais déjà en quelque sorte trahi ma classe sociale. En fait, je ne trouvais ma place nulle part, je n'adhérais jamais qu'à moitié aux normes ambiantes et ça m'est resté, j'aime bien les entre-deux, j'aime bien les hybridités. Par exemple, entre la France et la Colombie, c'est une installation dans l'inconfort mais qui me convient assez bien. Très tôt, je me suis donc demandé qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, jusqu'au moment où j'ai pensé, parce que j'en avais entendu parler avec passion par une cousine que j'admirais, que soigner pouvait être une idée, car à mes yeux du moins, cela réglait la question de l'utilité de mon passage sur Terre. Vous voyez, il y a un vieux fond, en écrivant ça, je me dis qu'il y avait quand même un vieux fond d'éducation catholique là derrière. En découvrant le monde hospitalier, j'ai découvert la dureté des rapports sociaux, au moins autant que la confrontation angoissante avec la maladie. Cette prise de conscience, et ça reste pour moi une source d'étonnement, a été quasi instantanée. Je me suis dit que je m'occuperais de la santé mentale des soignants. Mais je suis loin de l'avoir fait tout de suite. Mais j'ai fait des tas de détours, et un détour important par la littérature, un DUG à l'université de Saint-Denis, avec une sous-dominante en psychanalyse. Et en fait, pourquoi ? Pour être sûre de ne pas me tromper, en renonçant à un amour de l'écriture que j'ai cependant réussi à réinvestir dans mes activités scientifiques. Mais à cette époque-là, bien sûr, j'ignorais que ce serait possible, qu'on pouvait écrire bien tout en écrivant de la science. Donc j'ai quitté l'université pour l'école des hautes études en sciences sociales car je voulais faire de la recherche. Mais je ne savais évidemment absolument pas ce que ça voulait dire en réalité. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré Claude Veil, qui était psychiatre et professeur de psychologie sociale et qui a bien voulu que je travaille sous sa direction, ce dont je lui suis infiniment reconnaissante. Donc Claude Veil était un pionnier de la psychopathologie du travail et c'est dans son séminaire que j'ai entendu Christophe Dejour parler pour la première fois, donc à la fin des années 80, ce dont j'ai gardé un souvenir très vif. Pourquoi ? Parce que Christophe Dejour était vêtu en fait comme un gentleman anglais, avec une espèce d'écharpe blanche, enfin tout ça, une espèce de truc comme ça, très dandy, très élégant, et qu'en même temps il parlait des travailleurs du bâtiment. Et finalement ce contraste correspondait bien à mon propre goût du paradoxe et de l'écart par rapport à la norme. Et j'avais aussi le sentiment de finalement redécouvrir un univers familier mais brillamment conceptualisé, celui de mon père, donc, qui était ingénieur de travaux sous tension. Donc j'ai réalisé ensuite ma thèse avec Dejour et j'ai travaillé 17 ans, mais 7 ans c'est long, au Conservatoire national des arts et métiers dans son équipe.
Donc ça, c'est tout un pan de parcours dont je vais parler un peu, mais pas beaucoup, en fait. Mais il est tout à fait important de dire qu'une partie essentielle de mes travaux s'inscrit dans le courant de la psychodynamique du travail, c'est-à-dire l'analyse du plaisir et de la souffrance en situation de travail, et que le travail est central dans tout ce que je fais. Je me disais, en construisant ce parcours, à partir de ma culpabilité objective de petite bourgeoise, qu'on verrait bien que je sois devenue sociologue, mais qu'on ne comprenait pas pourquoi je suis psychologue et non sociologue. Mais cette colère, en fait, de jeune fille révoltée, c'était une souffrance aussi, d'où un intérêt et une expérience précoce de la psychanalyse. Donc, je suis professeure de psychologie sociale, et la psychologie sociale, pour moi, plutôt qu'une discipline, c'est un champ où s'interroge la conflictualité entre le sujet, au sens psychanalytique du terme, un sujet désirant, un sujet qui n'est pas maître en son domaine, d'un côté, et de l'autre côté, les contraintes qui lui sont imposées de l'extérieur. Alors, via le socius depuis l'enfance, on me disait « tiens-toi à droite, ne gigote pas », ce type d'injonction. Puis par la division du travail et les différentes formes d'exploitation, également par les règles qui régissent la bonne sexualité. Bref, le conflit entre le sujet et le social, avec, de la manière dont je le pense, deux expériences cruciales, le travail, je l'ai déjà souligné, mais aussi la sexualité. Et on ne va pas avoir le temps de le développer, mais c'est important de mentionner à ce sujet que concernant les femmes, la plupart des femmes, ou beaucoup de femmes, ce sont des expériences qui sont beaucoup moins clivées que ce qu'on pourrait l'imaginer à partir d'un point de vue plus androcentré. Que ce soit un point de vue sur la sexualité d'ailleurs, ou un point de vue sur le travail. Alors, la psychologie sociale, c'est parfait pour quelqu'un qui aime les entre-deux, puisque c'est être à la fois dedans et dehors. Dedans et dehors, la psychologie et la sociologie. Occuper une position d'excentrement, celle du sujet excentrique de Teresa de Lauretis, c'est pouvoir aussi, d'une certaine façon, sublimer sa propre difficulté avec les normes. Donc, il se trouve que je contribue au champ psychosocial depuis la psychologie. Il y en a d'autres, et c'est important de le dire en propos liminaire, qui contribuent à ce même champ depuis la sociologie. Par exemple, Danielle Kergoat, dont le travail a eu une grande influence sur le mien, par exemple, quand elle formalise ce qu'elle appelle l'issue troisième enfant, comme une modalité de sortie, une sortie prolongée ou une sortie définitive d'un travail dégradé ou précaire, issue rendue possible à un certain moment donné par les politiques publiques en matière d'allocation, de congé parental, etc., eh bien, en problématisant sur un mode sociologique le désir d'enfant, elle transforme l'idée que l'on peut se faire depuis la psychologie du désir d'enfant ou de la maternité. Et pour moi, ça s'inscrit pleinement dans ce champ que j'appelle le champ psychosocial. Alors, Kergoat, elle a conceptualisé quelque chose qui a eu une très grande importance pour moi. Elle a conceptualisé sous la forme d'un syllogisme les difficultés des femmes à adhérer au groupe social femmes parce que les femmes elles-mêmes participent finalement de l'idéologie dominante. Et donc elle avait proposé de modéliser le discours d'ouvrières rencontrées en entretien individuel qui disaient toutes un peu la même chose. Elle disait « toutes les femmes sont jalouses, font des histoires... Moi, je ne suis pas jalouse, ce qui devrait conduire à la conclusion impensable et bien sûr indicible. Donc, je ne suis pas une femme. » Alors, avec le syllogisme du sujet sexué féminin, Danielle Kergoat propose une interprétation sociologique susceptible de libérer les femmes d'une souffrance générée par une erreur de catégorisation, car la plupart des femmes ont des difficultés à comprendre ce qui leur arrive en tant que femme. Et j'étais exactement comme ça. C'est-à-dire que je me suis reconnue
Et ça a eu un effet de déplacement subjectif très important. Je me suis reconnue dans le syllogisme du sujet sexué féminin, c'est-à-dire dans quelque chose où, non, ce qui m'arrive aux autres, oui, peut-être ça leur arrive parce qu'elles sont des femmes, mais à moi, ça ne peut pas m'arriver pour ces raisons-là. Cela ne peut pas être ça. C'est forcément quelque chose que j'ai fait, vraisemblablement mal fait. Et de la même manière, quand Nicole-Claude Mathieu raconte dans un de ses textes que les femmes, on leur marche sur les pieds dans le métro et c'est elle qui s'excuse, je l'ai fait, je dois reconnaître, très longtemps. Jusqu'à ce que je le lise, je crois quand même, dans ce texte et que ça me fasse un petit peu réfléchir. Voilà, aussi longtemps que ces formes de psychologisation viennent masquer finalement les ressorts sociaux de l'oppression ou de l'exploitation des femmes, les femmes risquent au mieux de tourner en rond ou au pire d'être aggravées par les psychothérapies ou les psychanalyses qu'elles jugeraient nécessaires d'entreprendre pour combattre leur, entre guillemets, névrose d'échec. Alors, je dis ça, mais en même temps, je voudrais dire quand même qu'il existe des psychothérapeutes qui peuvent vraiment aider les femmes à se désaliéner, notamment parce qu'ils ou elles écoutent, avec parfois une longueur d'avance. Ainsi, une étudiante raconte, dans une copie, en fait, que sa mère l'avait socialisée en servante, et cette fille dit « Je ne peux nier que dans ma psychothérapie, j'ai dû apprendre, ou plutôt accepter d'être servie. » Je laisse ça de côté et je reprends le fil de ma recherche que j'ai commencé avec une question en fait qui portait sur la violence des soignantes en institution, en gériatrie. Je voulais comprendre pourquoi des femmes ordinaires qui n'étaient pas des monstres, qui avaient choisi le soin comme métier, en arrivaient à frapper ou à insulter des personnes dépendantes, de vieilles femmes, pour la plupart, atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Mais cette question, je me suis, en fin de compte, très vite autorisée à la retourner. Et ça, j'ai pu le faire, effectivement, grâce à la rencontre avec Christophe Dujour et grâce à la psychodynamique du travail. Je me suis dit, mais finalement, au vu des contraintes du travail, par exemple, et c'est toujours le cas aujourd'hui, réaliser, c'est la norme à peu près, 13 toilettes dans la matinée, à des personnes très abîmées, à la fois physiquement et psychiquement, il me semblait qu'on devait plutôt s'étonner que les soignantes ne frappent pas plus souvent. Et donc, d'une certaine manière, et je trouve très injuste, et je me suis bagarrée, ça fait plus de 25 ans, je pense maintenant que je me bagarre contre ça, je trouve très injuste toutes les accusations qui sont toujours tournées autour de la maltraitance des soignantes, etc., et qui ne veulent jamais regarder l'autre face, l'autre côté de la médaille. Voilà. La véritable énigme, en réalité, ce n'est pas la violence. La violence, il suffit d'avoir un minimum de compétences en analyse du travail pour l'expliquer. Finalement, ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est ce que j'ai appelé au début de mon itinéraire de recherche, la compassion. Alors, j'avais choisi ce mot de compassion parce que, étymologiquement, il signifie souffrir avec et non pas souffrir comme. Et ça, c'était très important pour moi parce qu'on était en pleine épidémie du sida, c'était avant la trithérapie, à une époque où les patients mouraient inéluctablement, jeunes, décharnés. Claude Veil, qui menait des recherches à cette époque-là auprès des infirmières travaillant elles-mêmes auprès de ses patients, insistait beaucoup pour dire que la souffrance des infirmières n'était pas la même que celle des malades. Ce n'était pas la même chose de mourir jeune que d'accompagner des gens qui meurent jeunes. Et ça nous semblait effectivement à l'époque très important de trouver des mots
de trouver du vocabulaire qui permette de pas tout mélanger et de pas tout traiter sur le même plan. Et donc je cherchais à qualifier la souffrance au travail des infirmières, mais en même temps je cherchais aussi à qualifier ce qui les motivait à agir en vue de soulager la souffrance des patients. Je parlais à cette époque-là d'agir compatissant ou d'agir compassionnel pour désigner des actions réalisées et justifiées en ce sens. Par exemple, dans un long séjour où des résidents fuguaient pour acheter de l'alcool, ce qui était bien sûr interdit dans l'établissement, les soignantes avaient organisé un changement de chambre en prenant en compte le fait qu'un vieux monsieur impotent puisse continuer à être ravitaillé par les autres. En effet, dans un premier scénario de déménagement, ils se seraient retrouvés dans une chambre qui était située juste devant le bureau de la cadre infirmière, ce qui aurait rendu le ravitaillement impossible en raison de la présence de l'autorité là. Et les soignantes disaient, sur un ton tout à fait navré, mais pour justifier d'avoir à le placer comme ça, loin des regards inquisiteurs, elles disaient, mais en fait, il n'a plus que la bouteille. Voilà. Et donc, voilà, agir compatissant, agir compassionnel. Mais en même temps, les infirmières acceptaient très difficilement le terme de compassion. Ça leur renvoyait une image de bonne sœur, et on était peu de temps après les luttes de la coordination infirmière dans les années 90, peu de temps après donc le slogan ni nonne, ni bonne, ni conne. Donc elle n'en voulait pas. Alors je disais d'accord, mais si ce n'est pas de la compassion, alors racontez-moi et dites-moi ce que c'est. Et finalement, à cette époque-là, cette divergence entre elle et moi sur le mot, en fait, a beaucoup aidé à générer des récits pour décrire en positif le travail et l'expérience infirmière. Alors, aujourd'hui, je n'utiliserai plus la même sémantique. J'ai pris en compte les réticences des infirmières. Et je parlerai plutôt de sensibilité à la souffrance d'autrui. On pourra y revenir. Mais mes recherches actuelles prolongent néanmoins ce fil ancien. Il s'agit de comprendre le type de souffrance générée par l'appréhension de la souffrance de l'autre, une souffrance qui peut être effroi, angoisse, dégoût, et comprendre comment cette souffrance des soignantes se soulage elle-même dans le geste de soulager la souffrance de l'autre. Une souffrance qui est aussi une éthique, ça j'y reviendrai, une souffrance sans laquelle il n'y a qu'indifférence. Une indifférence qui fait le lit de la violence. Et donc, si je devais caractériser ce qui est le fond de ma recherche, c'est une recherche sur la fragilité du bien. Alors, bien sûr, je savais, comment ne pas le savoir, que les infirmières et les aides-soignantes étaient des femmes en très grande majorité. Et par ailleurs, j'avais été fascinée de découvrir à la lecture d'un livre de Georges Didier Huberman qui s'appelle « L'invention de l'hystérie », j'avais été fascinée de découvrir la réversibilité des rôles entre les hystériques charcottiennes de la Salpêtrière et les soignantes, ce dont attestent les photographies d'Augustine, l'une des hystériques vedettes de la Salpêtrière, qu'on voit tour à tour en camisole ou en costume d'aide-soignante. Voilà. Pourtant, cette féminisation à outrance du corps infirmier, du corps des soignants, je ne savais pas quoi en faire. Il manquait un déclic. Et ce déclic a eu lieu, en fait, en 1992, dans le laboratoire de psychologie du travail et de l'action du CNAM, donc dirigé par Christophe Dejour, où une réunion a été organisée sur le travail à l'hôpital. Alors moi, j'étais en début de thèse, donc quand même, les membres du laboratoire et leurs invités ont parlé toute la journée des médecins. Et ils ont parlé quasiment exclusivement de la virilité du corps médical,
de ce qui se passait dans les tonus, dans les salles de garde, de comment eux-mêmes, pour ceux qui avaient été médecins, y avaient contribué, pas contribué, etc. Et moi, évidemment, je n'ai rien osé dire parce que j'étais très très mal à l'aise, quoi. Donc après, j'ai écrit à Christophe Dejour pour lui en faire part de cet embarras. Et donc, sa réponse a été finalement de me proposer de porter le projet d'une féminisation de la psychodynamique du travail. Bon. C'était un chantier, en fait, qui était en attente depuis un séminaire intitulé « Plaisir et souffrance au travail ». Et j'ai hérité de questions qui avaient été soulevées par Daniel Kergoat et Elena Hirata, pour lesquelles il s'agissait de savoir si ce qui avait été théorisé pour les collectifs masculins par la psychodynamique du travail avait une validité pour les femmes aussi. Ce qu'elles avaient montré, en effet, et ça avait été vraiment comme un coup de tonnerre dans ce ciel qui n'était pas si serein, hein, mais quand même, c'était la dimension androcentrée des approches de la subjectivité au travail, où un intérêt exclusif pour des collectifs masculins était confondu avec l'universel. Alors, j'ai assez vite compris, mais ça on comprend quand même assez vite, hein, que les hommes de l'équipe, c'était une équipe très très masculinisée à l'époque, que les hommes de l'équipe ne pouvaient pas se consacrer à cette tâche de la féminisation de la psychodynamique du travail sans remettre en cause en fait leur mode de production domestique et le partage des tâches avantageux pour eux. Et donc je savais que dans cette équipe, j'ai compris assez vite que j'allais me retrouver en partie seule et dans une position inconfortable. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'entre-temps, j'ai rencontré donc Daniel Kergoat dans une journée sur les infirmières organisée à Nanterre par Michel Salmonin, et il était désormais clair pour moi qu'il existait un champ théorique à partir duquel penser le travail des femmes. Il s'agissait donc du féminisme matérialiste. Le problème, je suis psychologue, était que pour s'approprier les fondements du féminisme matérialiste, j'avais bien conscience que j'allais m'attirer des ennuis, et même de gros ennuis, en psychologie. Voilà, alors j'ai quand même faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'en psychologie et en psychanalyse, les femmes qui expriment des revendications féministes ou qui travaillent sur le genre, on doit le dire, même aujourd'hui, c'est très très difficile d'échapper à certains discours pathologisant quand même, elles auraient des problèmes. Alors c'est le choix des problèmes, hein. Elles peuvent être castratrices, phalliques, lesbiennes, tout ça c'est des problèmes, hein. Et bien sûr, dès qu'elles lèvent la voix, hystérique, alors ça, voilà. Alors comme le dit Laurie Lofer, on n'en a pas fini avec les discours d'intimidation, donc il faut continuer à avoir des prises de position publiques pour dire, ben non, on ne va pas se laisser intimider, voilà. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'ignorer souverainement les calomnies, ce dont j'ai une longue expérience. Il faut aussi parvenir à faire sa carrière quand même. Et sans trop de compromis. Donc, à certains moments, surtout au début, on avance masqué, selon la stratégie bien décrite par la psychanalyste John Rivière, hein, de la féminité érigée en mascarade pour s'épargner les représailles masculines. À d'autres moments, ma foi, on avance à visage plus découvert, ou du moins en se sentant libre, c'est surtout ça qui importe, hein, de montrer ce qu'on veut, et donc éventuellement aussi de cacher ce qu'on veut. À visage plus découvert vis-à-vis du féminisme aussi, pas seulement vis-à-vis de la psychologie. Hein, voilà, parce que l'une des limites du féminisme matérialiste pour moi, hein, c'est précisément son rejet de la psychanalyse, dire de celle-ci tout en bloc qu'elle est anti-féministe, c'est nier que le féminisme travaille la psychanalyse de l'intérieur depuis le début, que la contestation féminine s'est exprimée bruyamment sur les divans, puis dans les théories de la féminité concurrentes à celles de Freud. Et donc il faut prendre très au sérieux la formule de Gaëlle Rubin, hein, selon laquelle la psychanalyse est un féminisme raté. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, hein, c'est ce double intérêt, hein, qui a fait que je me suis intéressée aux théoriciennes queer dès qu'elles ont commencé à être connues en France, et je dois beaucoup sur ce point
à Marie-Hélène Boursier et à aujourd'hui Paul Béatrice Preciado, auquel je dois d'avoir rencontré Teresa De Laurentiis, qui a été une rencontre effectivement très importante aussi dans mon parcours. Dire de la psychanalyse qu'elle est une technologie de genre, comme Laurentiis le propose, c'est-à-dire un discours et une pratique qui implante des représentations du genre, des représentations hiérarchisées du masculin et du féminin dans la psyché, c'est dire bien autre chose que de la condamner au nom de son antiféminisme. C'est là redéfinir la psychanalyse, elle aussi, comme un champ de lutte entre des théories divergentes dont les plus hégémoniques ont plus de chances de s'implanter et perdurer. Alors, on peut prendre par exemple, c'est mon exemple favori, l'envie du pénis. L'envie du pénis est certes quasi tombée en désuétude, mais n'a jamais été officiellement rayée du canon. Voilà. Toutefois, d'autres représentations et d'autres pratiques peuvent également émerger. Je reprends le fil de ce que j'ai essayé de faire une fois que j'ai été convaincue que on ne pouvait pas féminiser les approches de la souffrance au travail sans en passer par des théories finalement assez fortes dans le champ de la pensée féministe. Donc j'ai apporté une brique à l'édifice de la psychodynamique du travail en théorisant que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il existait des collectifs de métiers au féminin chez les infirmières et des formes de coopération pour lutter contre la souffrance au travail, ce qu'on appelle des stratégies collectives de défense spécifiques, construites très différemment de ce qu'on avait montré dans les collectifs masculins des métiers dits à risque. Alors que les stratégies de défense virile opposent un déni à la perception du risque, et j'ajouterais à celle de la vulnérabilité masculine. Les hommes ne sont pas vulnérables. Voilà. Les stratégies collectives infirmières soignantes accordent une place centrale à l'élaboration des expériences traumatiques et à l'élaboration des défaillances de la subjectivité, ce qui implique évidemment une pleine reconnaissance de la vulnérabilité humaine, tant dans la confrontation avec les malades que dans la confrontation d'ailleurs avec la hiérarchie. Alors, cette élaboration, elle se réalise à travers des récits. Et ces récits eux-mêmes ont une dimension défensive, ils ne sont pas construits n'importe comment, et cette dimension défensive qui les rend possibles, qui fait qu'on peut les adresser à autrui et qu'on peut les entendre, qu'ils peuvent être audibles. Cette dimension, elle réside dans la part d'autodérision qui caractérise l'humour particulier des infirmières et autres soignantes ou soignants, puisque en fait ce même humour précède aussi au récit qui festonnait par exemple l'enseignement théorique de Jean Houry, le grand psychiatre, le fondateur de la clinique de la Borde. Et donc on peut montrer, et ça c'est tout à fait important, que c'est bien le travail de soin, bon, pas le sexe bien sûr, mais pas non plus entièrement le genre de socialisation primaire qui sollicite ce type de posture psychique. Posture psychique que l'on peut opposer à la posture virile. Donc les soignantes, c'est un féminin générique où les hommes concernés peuvent se sentir intégrés. Les soignantes se moquent d'elles-mêmes et des autres. Elles se moquent des autres et d'elles-mêmes dans leur faiblesse, dans leur vulnérabilité, une vulnérabilité qu'elles savent rendre à la fois drôle, cocasse, émouvante. Ces récits s'accompagnent également d'un travail sur le corps qui est le siège des émotions, le siège des affects, le siège de l'excitation pulsionnelle fortement sollicitée dans un métier qui implique un rapport constant avec des corps nus, et pour ainsi dire offerts ou
au contraire extrêmement opposants, hein. Certaines conduites expressives ont une dimension de catharsis, hein, de purge des passions, hein. On peut aussi parler d'espèce de lâcher pulsionnel. C'est le cas notamment des conduites mimétiques, hein. Il y a une mimésis des soignants, des soignantes qui consiste en imitant les chefs, en imitant les patients pour se moquer d'eux, et avec un talent souvent extraordinaire, quoi. Ils y sont, on les voit tout à fait. Donc, par cette imitation, hein, à les installer dans une humanité commune. Alors, le sens d'une humanité commune, de mon point de vue, est indispensable au travail de soins, mais il n'est pas donné. Ni avec les chefs qui méprisent ou ignorent, ni avec les patients, si différents de la norme de l'humain, à moitié mort, à moitié ou complètement fou, etc. Cette recherche d'une humanité commune est le mouvement inverse de l'altérisation et du déni. Cela implique une attention, une perception de l'autre dans ses détails, et cela mobilise des capacités expressives qui débordent le langage et ses limitations. D'où l'importance du geste, du corps, de la voix. Si les infirmières parviennent, pas tout le temps et pas toutes, à être plus humaines, entre guillemets, que d'autres, et on pourrait discuter sur pourquoi nous, les êtres humains, nous faisons un usage normatif du mot humain du côté de la fragilité du bien, parce qu'on aurait pu faire d'autres usages. Pour moi, il est tout aussi humain. La violence, l'inceste, etc., c'est tout aussi humain, mais bon, on ne l'appelle pas comme ça. Voilà, donc c'est humaine en ce sens. Voilà. Alors, si elles y arrivent, ce n'est pas, bien sûr, du fait de leur nature, ou même, j'y reviens, hein, de leur socialisation primaire en tant que femme. Être devenue femme ne suffit pas. C'est le produit d'une élaboration psychique qui doit être sans cesse reconduite et qu'il n'y a aucune raison de ne pas appeler travail. Il y a une dimension matérielle, objective du travail, et puis il y a sa phase psychologique et invisible, hein, ce que l'on peut appeler le travailler. Donc moi, je m'intéresse plutôt à cette face invisible, hein, du travailler. Ce travail d'élaboration, de perlaboration, s'effectue à travers des techniques de narration ou d'expressivité qui sous-tendent aussi des formes de délibération. Les situations du soin sont, par définition, ambiguës, chargées d'affect. Il n'est pas facile de prendre des décisions, de juger de ses propres actions, de juger de celles des autres, de se distancier, comme on dit, hein, de savoir ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de construire des règles communes. Aussi, la compassion n'est-elle pas seulement un éprouvé, hein, un vécu pathique. Cette forme de sensibilité à la détresse d'autrui nécessite aussi, pour se maintenir, des formes d'élaboration qui sont collectives. Ce sont ces formes d'élaboration collective qui permettent d'éviter le double écueil de la consomption émotionnelle, hein, ce qu'on appelle le burn-out, ou de la mise à distance réifiante et de la chosification des patients. Je le dis très nettement, partout où l'on empêche ces formes de délibération collective, par souci de rationalisation, hein, parce que qu'est-ce qu'elles font là, ces bonnes femmes en train de bavarder, hein, voilà, bien partout où on empêche ces formes de délibération collective, on fait le lit de la barbarie. Alors, dès le départ, mon travail me conduisait donc vers les éthiques du care, partageant avec celle-ci la centralité du corps, hein, l'importance de la voix, par exemple chez Carol Gilligan, de la perception du détail, de l'attention à autrui, de l'expérience concrète, de l'expressivité et du récit, et surtout me conduisait vers une conception non cognitive de l'éthique. Bien sûr, la rencontre avec Sandra Logier et Patricia Paperman m'a permis de passer à une vitesse supérieure. On travaille toujours mieux quand on travaille à plusieurs et en plus en pluridisciplinarité. Alors, cette dimension cognitive, non cognitive de l'éthique, elle est très présente dans tout ce que j'essaye de montrer à propos de l'éthique soignante,
telle qu'elle est centrée sur la sensibilité à la souffrance d'autrui. Ce que j'appelle l'adéquation, la justesse, le tact, rejoignent le fameux « ça dépend » de Amy dans La voix différente de Carol Gilligan, où il n'y a pas de bonne décision dans l'absolu, il s'agit toujours de s'ajuster à la situation, et la situation, par définition, est une situation qui est singulière, donc qui devra être mise en délibération, discutée, etc. Alors ce travail, évidemment, il est d'autant moins compris que c'est un travail qui ne se voit pas, c'est un travail qui est invisible par définition. Tout d'abord, l'attention anticipe sur les besoins d'autrui. C'est ce qu'on avait essayé de thématiser sous le terme de savoir-faire discret. Ce sont des savoir-faire qui interviennent avant la demande. Par exemple, le verre est mis à disposition avant la soif. Et en même temps qu'il y a ce mouvement d'anticipation, l'attention, pour se réaliser en tant qu'attention, elle doit se faire discrète. C'est-à-dire ne pas trop appuyer, pour ne pas gêner, pour ne pas persécuter le bénéficiaire. Le travail bien fait consiste alors aussi à en effacer les traces, ce qui contribue largement à naturaliser le care, et d'autant qu'il est réalisé par des femmes. Ce travail est ainsi exposé à un déficit chronique de reconnaissance. Le rendre visible signifie le mettre en péril. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que si ça se voit, c'est raté. Donc toutes les tentatives d'objectivation sont extrêmement délicates. Il faut donc développer d'autres modalités que la seule reconnaissance. Il faut, de mon point de vue, apprendre à faire confiance aux soignantes. Et ça, c'est écouter ce qu'elles disent. Donc ça, c'est la dernière partie de ce que j'essaye de développer ces dernières années, où entre en ligne de compte aussi une autre difficulté psychique, qui est aussi une difficulté sociale, c'est la dimension très incarnée, sensuelle, parfois érotisée de la rencontre soignant-soigné, ce que montre formidablement une scène d'un film incroyable, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo, où il y a une infirmière qui grave des lettres. Elle grave « Joyeux Noël » sur le tronc d'un soldat mutilé, qui est complètement enfermé, qui ne peut plus communiquer du tout, mais qui ressent tout. Et en gravant « Joyeux Noël », en comprenant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce corps mutilé, qu'il y a une présence là, et en envoyant ce message, elle lui restitue le temps, la présence de l'autre, et puis une temporalité, parce qu'à partir de là, il va pouvoir compter les jours. Enfin, bon, c'est absolument magnifique. Mais pour que l'autre y soit dans ce corps mutilé, il faut y être aussi. Il fallait que cette femme, elle y soit, et qu'elle mobilise quelque chose de son propre désir. C'est cela qui fait présence, c'est cela qui fait rencontre, risque aussi, et le film le montre très très bien, d'être happé dans la rencontre avec l'autre et de s'y perdre. Dans le travail de care, j'insiste, il y a bien un don de soi qu'il s'agit de ne pas naturaliser dans la féminité. Mais ce n'est pas parce qu'il ne faut pas le naturaliser dans la féminité qu'il n'y est pas. Il y a vraiment un mouvement tout à fait particulier. Donc une part importante de mon travail a consisté à essayer de restituer cette dimension capitale du soin sans l'édulcorer, ni non plus donner des soignantes une image scabreuse. Il n'empêche que pour moi, ce n'est jamais un esprit rationnel qui prend une décision éthique. En tout cas, je suis un corps affolé, angoissé, excité ou indifférent, un corps qui se dégoûte, qui s'écœure, qui n'a pas le cœur A. Et donc, c'est ce mouvement psychique-là qui m'intéresse. Et c'est ça que j'essaye de désigner quand je dis que ce sens de l'humanité commune, ce sens qui permet la rencontre, qui permet la présence c'est un sens, pas une cognition. Et cela s'opère par des médiations qui sont expérientielles et corporelles,
la perception, la mimésis ou la capacité à laisser s'insinuer l'ineffable. Ainsi, et c'est tout à fait particulier par rapport à tout ce qui avait pu être décrit avant, n'y a-t-il pas de véritable démarcation entre les défenses des soignantes, des soignants, et leur éthique? Quand elles se moquent des patients Alzheimer en les imitant, par exemple, elles dédramatisent la perception de cette déchéance en même temps qu'en s'identifiant par le biais de l'imitation, en se mettant dans la peau des patients, elles créent du rapprochement de l'humanité commune. Et j'insiste sur la dimension de création. Il y a bien quelque chose là qui est créé. Et dans cette création, il n'y a qu'un seul mouvement psychique, éthique. Voilà. Alors, j'ai développé ici ce qui relève d'une expérience du travail du CARE. Ce niveau d'élaboration est pour moi capital parce que je ne crois pas à la possibilité d'une politique du CARE qui ferait l'économie d'une description et d'une compréhension de l'expérience des femmes qui réalisent les soins de proximité, qu'elles soient mères d'enfants handicapés ou de malades mentaux, travailleuses migrantes ou issues des migrations, épouses ou filles de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, etc. Or, la voix de ces femmes, majorité de femmes, est régulièrement étouffée par les experts, qu'ils soient hommes et femmes politiques, médecins ou managers, psychologues ou même intellectuels. Alors, avec les intellectuels, le malentendu commence dès qu'ils parlent de théorie du CARE. Alors, nous, et là, nous, c'est un nous, Patricia Paperman, Sandra Logier et Pascal Molinier, nous avons voulu éviter le mot théorie et nous lui avons préféré le terme de perspective du CARE. Une perspective, c'est-à-dire une façon de percevoir le monde et les priorités sociales et politiques à partir d'un souci vis-à-vis de la vulnérabilité des humains et de tout ce qui est vivant sur cette planète, tout en se situant soi-même dans un réseau de responsabilité relationnelle, c'est-à-dire à sa juste place, ce qui implique, de mon point de vue, un mouvement autoréflexif sur cette place. On ne peut pas occuper toutes les places, on est situé. Ici, la théorie psychanalytique de la castration nous est tout de même bien utile, ce n'est pas une affaire d'organes en plus ou en moins, mais l'acceptation de ses propres limites et de sa situation. D'une certaine manière, je dirais, les savoir-faire situés sont castrés. C'est aussi complètement une autre façon de penser la division du travail, non pas comme nécessaire à l'exploitation ou comme protection des privilégiés vis-à-vis du sale boulot, qui constitue l'une et l'autre des formes aliénantes de la division du travail, mais la division du travail comme étant nécessaire au sérieux des démarches que nous entreprenons. Pour bien faire, on ne peut pas prétendre tout faire, ou alors, vous savez, on devient toutologue, et c'est un autre métier que le métier de la recherche. Alors, depuis 10 ans, en ce qui me concerne, je me suis intéressée aux femmes subalternes, les auxiliaires de vie sociale, les employés domestiques, et je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est vraiment ma fréquentation avec l'Amérique latine, et plus particulièrement avec la Colombie, depuis une quinzaine d'années, qui m'a, d'une certaine manière, réorientée vers les femmes qui occupent des positions très subalternes dans ce qu'on appelle le processus du CARE, et notamment en raison de l'omniprésence des employés domestiques dans un pays comme la Colombie, partout, chez moi, chez les autres. Bon. Et donc, à nouveau, c'est ma culpabilité objective qui m'a amenée à quitter les travailleuses qualifiées pour m'intéresser à des travailleuses beaucoup moins qualifiées. Donc, dans mon ouvrage, le travail du CARE, j'ai essayé de proposer une méthodologie pour la perspective du CARE, c'est-à-dire de renverser la perspective habituelle
d'écarter les discours maîtres, comme dirait Donna Haraway, et d'écouter les voix non autorisées, celles des subalternes, se mettre à leur école, partir de leur expérience, comprendre ce qui compte pour elles, tout cela pour changer non seulement les façons de soigner, de prendre soin, mais les façons d'établir à la fois les priorités de justice et les priorités politiques. Le travail du CARE étant non seulement féminisé, mais de plus en plus réalisé par des femmes racisées, les organisations, les politiques publiques ne se transformeront pas sans que se transforment du même coup les rapports sociaux de sexe, de classe et de race. Ça veut dire que si on veut changer tout ça, on va souffrir dans nos privilèges. Alors, pour le dire autrement, ce que j'essaye de faire en tant que chercheuse, parce que je disais on ne peut pas tout faire, moi j'essaie de tenir une ligne. J'essaye de contribuer à faire entendre les voix différentes. Il me semble que c'est une étape nécessaire, il faut conquérir une audibilité. Ou pour le dire autrement, mon travail se situe dans un affleurement entre le psychique et le politique. C'est là où je situe le thème de la voix. Donc le problème, là aussi, ce n'est pas d'avoir une voix, comme on aurait un pénis par exemple, au sens de posséder une faculté organique. La voix n'est pas une propriété, c'est une relation. En démocratie, il s'agit de trouver sa voix pour faire entendre la justesse de sa voix dans le concert des voix. Sans voix, sans audibilité, pas de sujet politique. C'est de ça dont sont privées politiquement les femmes subalternes, en particulier les femmes racisées. C'est d'une voix. Elles parlent, on ne les entend pas. Les travailleuses du Caire, par exemple, parlent d'amour. Eh bien, de tous côtés, on leur rétorque « l'amour c'est mal », ce n'est pas professionnel, ou l'amour c'est mal, ce n'est pas politique. Elles ne sont pas libres dans l'usage des mots qui leur permettraient de faire comprendre leur expérience, de la désindividualiser, d'en faire un savoir politique. Donc il me semble que ce qu'apporte la perspective du Caire, c'est une opportunité pour faire entendre politiquement des voix non autorisées. Et c'est pour cela aussi que cette perspective doit être très inclusive, comme le propose John Tronto. Il vaut mieux une définition large du CARE, et il vaut mieux, de mon point de vue, s'agissant du travail, que cette inclusion soit provocante et conflictuelle, avec les femmes et les hommes de ménage, avec les travailleurs et travailleuses du sexe, avec les mères porteuses, avec les mères d'autistes, toutes les figures ONI du CARE. Voilà. Et donc, si j'en suis venue, en ce qui me concerne, à investir cette perspective, c'est aussi parce que je ne voulais pas que le CARE se transforme en une morale des bons sentiments, ni en une éthique pour les élites, un emballage chic pour le dit management au féminin, par exemple. La perspective du CARE, pour moi, ne produit pas, bien sûr, des solutions politiques, mais elle contribue à poser autrement les questions politiques, jusque et y compris au sein du féminisme, où l'on doit sans cesse se demander qui parle, qui entend et qui décide du contenu de ce « nous », les femmes. Mais revenons sur l'amour, et ça sera là-dessus que je conclurai bien vite. Pendant des années, mais vraiment des années, toutes les années que je vous ai racontées, les soignantes m'ont raconté qu'elles tenaient grâce à l'amour des malades. L'amour, non pas comme une défense, mais plutôt comme ce qui compte, c'est-à-dire l'amour comme une éthique. Pendant des années, j'ai contourné le problème. L'amour, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas politique. Les féministes vont me tomber dessus pour crime d'essentialisation. Les psychologues vont s'engouffrer dans la brèche du féminin pour mieux oublier le travail maternel, travail conjugal, travail domestique, tout ce qui dérange l'idéalisation du féminin. Travail. Les managers y verront la preuve d'un manque de distance des soignantes et prescriront d'onéreuses formations, ce qu'ils font déjà, où l'on apprendra aux soignantes à frapper aux portes avant d'entrer dans les chambres, forme insidieuse de mépris social qui n'interroge pas pourquoi elles ne le feraient pas, par manque de temps peut-être. Pendant des années, j'ai passé outre la parole des soignantes et contribué à la rendre inaudible, alors même que je prétendais le contraire.
Et puis j'ai arrêté de le faire et j'en suis là actuellement. Pour moi, c'est cela, la puissance de la voix différente, pour reprendre la formulation de Carol Gilligan. C'est de poser la question d'une politique de l'écoute. Tous ceux qui sont déjà en situation de privilège, c'est-à-dire en situation d'être écoutés, ratent cette étape première, infradémocratique. Car pour eux ou elles, la question ne se pose pas, il suffit qu'ils parlent. Mais pour d'autres, il y a un préalable, se faire entendre. Ce qui veut dire que pour trouver sa voix, il faut trouver un récepteur, quelqu'un qui veuille bien entendre. Alors, je ne dis pas qu'elles aiment les malades, mais je dis qu'elles parlent d'amour. L'amour, c'est le mot sésame qui ouvre la porte de leur expérience du travail. C'est un seuil, c'est liminaire. On franchit ce seuil ou on ne le franchit pas. Et pour conclure, je voudrais donner un exemple d'une voix qui se trouve elle-même grâce à une certaine écoute. Une voix qui est contemporaine de mon enfance, à l'ombre des bonneteries. C'est dans un film de Carole Rossopoulos sur les LIP que j'ai découvert il y a peu grâce à Séverine Lemierre. Une ouvrière dit qu'elle va expliquer à son interlocutrice comment cela se passe dans son usine. Et elle va le faire en remplaçant le mot « homme » par « blanc », donc grand blanc, petit blanc, et le mot « femme » par « arabe ». Elle dit donc « nous les arabes ». Alors c'est vraiment prodigieusement intelligent, c'est drôle, c'est d'une actualité bouleversante. Et donc, que de temps on gagnerait si on écoutait les gens, nous, les femmes, les arabes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you.